Merci beaucoup, Francis, pour cet exposé passionnant où tu as dû réduire encore la richesse de tes terrains et la théorisation qui, pour suivre le séminaire de Francis depuis des années, je peux vous assurer, est extrêmement dense et permet vraiment d'avoir un sentiment de prise profonde sur les objets. On voit aussi bien la complémentarité des terrains, la dimension comparative aussi de ces terrains, qui est extrêmement riche. On n'a pas beaucoup pour l'instant de questions, de remarques dans le chat, donc je vous incite à les écrire si vous le souhaitez. On a une question où Cyril nous demande si tu peux revenir sur la question de la modélisation de la quatrième vague. Comment, en fait, ça pose plus généralement la question des modèles et peut-être la progressive réduction de l'incertitude qu'on a pu observer dans la crise du Covid, puisque tout le monde est très intelligent un an après, mais au début, on a l'impression que les gens étaient beaucoup moins intelligents. Je ne sais pas si tu veux revenir brièvement là-dessus, sur la question du modèle. Moi, je peux dire plein de choses sur les modèles. Le problème, c'est que sur la Covid, j'en ai pas parlé tellement, là, parce que d'abord, on a un séminaire vendredi là, au labo. On va essayer de faire le point. On est plusieurs à avoir travaillé sur la question. Ce qui est frappant, c'est comment, en fait, comme tu l'as dit, la réduction de l'incertitude est une espèce d'objectif urgent, prenant, enfin complètement envahissant, qui fait que l'obsession de trouver une sortie est telle qu'on ne regarde pas les à côté. Alors, ce qui est intéressant dans cette crise de Covid, c'est évidemment comment on peut imaginer une sortie et donc éviter une quatrième vague qui est déjà en fait en cours au Japon. Bon, alors au Japon, c'est à faible intensité parce qu'ils ont relativement peu de morts par rapport à d'autres pays, mais n'empêche qu'il y a une quatrième vague. Et moi, je sais que c'était le Japon qui m'avait mis la puce à l'oreille au mois de juillet 2020, parce que je regardais les courbes dans des pays très, très lointains. Et justement, l'idée, c'était de ne pas être prisonnier d'une critique de la configuration politique en disant c'est la faute de, et donc, voilà, etc. Ou c'est typiquement parce que c'est les Anglais, ou c'est typiquement parce que c'est les Allemands, ce qui a été aussi le cas d'ailleurs. Hein, on a vu que malheureusement, les Allemands, ils sont tombés dedans comme d'autres. Donc là, la question de la modélisation, elle est intéressante. C'est que d'une part, il y a les statistiques. Donc, il y a la production des données. On ne peut pas parler de modélisation sans reprendre au sérieux toute la chaîne en fait, de fabrication des indicateurs, des données, des faits qui permettent de commencer à stabiliser des calculs et à les projeter dans le futur. Et donc, on va se retrouver avec la modélisation, elle va être prise en sandwich, je dirais, entre trois éléments. Là, ça m'oblige un peu à sortir de ce que j'attendais, donc c'est très bien. D'une part, une axiomatique. Est-ce que je considère que finalement, comme tous les virus, dans toute l'histoire de la virologie, de l'épidémiologie et de la médecine, il finira par s'éteindre, on sera adapté, tout ira bien. Donc déjà, faire une hypothèse ontologique très forte. Or, visiblement, le corona, en tout cas, je sais, il y a énormément de discours différents, on essaye de suivre, même avec nos outils, ce n'est pas facile. Hein. Mais en tout cas, certains disent attention parce que les variants, ça a l'air quand même assez spécial. Quoi. Les Brésiliens se sont fait avoir. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de Manaus, où on avait l'exemple de l'immunité collective qui venait de se réaliser. Et 6 mois après, c'est la panique. L'Allemagne, qui était supposée avoir les meilleurs virologues du monde, mais eux, ils ne le disent pas sur les plateaux de télé, ils le sont, on va dire. Allez, disons qu'il y a une relation de confiance ou d'adhésion au discours d'experts beaucoup plus solide que chez nous, beaucoup plus robuste. Bah, ils ont fini par se faire avoir aussi. Et d'ailleurs, là, ils hésitent à réouvrir parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est reparti. Donc, il y a des incertitudes qui sont, à mon avis, liées au degré de formalisation de l'axiomatique première qui pose un principe supposé universel. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Paracel sur les perturbateurs endocriniens, c'est un peu la même chose là, en virologie. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui est précisément atypique au sens dérangeant les paradigmes existants on va y revenir parce que ça engage aussi les interprétations complotistes, forcément. C'est quand même bizarre ce truc qui résiste à tout. Et s'il avait été fabriqué à Wuhan, et si en plus ça avait été volontaire, hein. Voilà toute la chaîne. Alors, ils l'ont fait volontairement. À Wuhan, il s'est échappé un peu accidentellement, quand même, ils ne voulaient pas le faire trop vite. Et puis, c'est tombé sur des visons et on va avoir la totale. Tous les trucs qui ne vont pas vont s'aligner pour expliquer pourquoi on en est là. Donc, à mon avis, les axiomatiques, c'est à regarder sérieusement. C'est-à-dire d'où partent
Sur quoi les modèles reposent? Parce qu'un modèle, il a toujours une axiomatique sous-jacente. Il n'est jamais en l'air. Deuxième chose, les données. Alors là, actuellement, Santé publique France est en train de réviser ses chiffres de Covid. On a envie de dire, ben, bravo. L'État français, qui est même producteur de statistiques, pour une mesure de tout, etc. On a tous un numéro de sécurité sociale, on sait tout sur nous, etc. Ben non, visiblement, il y a des erreurs, il y a eu des cas surdéclarés, sous-déclarés, c'est un véritable micmac. Comment sont fabriqués en fait les outils d'équivalence, les catégorisations? Moi, j'ai mon beau-père qui est décédé. Pour moi, il est décédé du Covid, et pour la médecine, il n'est pas mort du Covid. Quand je pose la question au directeur de l'hôpital où il était, il me dit, écoutez, vous voulez faire un procès? Je dis, mais attendez, je ne veux pas faire un procès. Je veux comprendre une situation. Vous voyez, tout de suite. Donc, la production des données, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait dans un désert tranquille. Ça a été très bien montré par Alain Desrosières, hein, là, ce qui a été un de mes maîtres. Hein. La politique des grands nombres, la fabrique des statistiques, ce sont des opérations politiques foncières, fondamentales. Parce qu'on met en équivalence des entités. Et une fois qu'on les a mis en équivalence, il y a une forme d'inertie. C'est-à-dire qu'évidemment, si on revient en amont et qu'on se rend compte que les catégories ne sont pas bonnes, c'est comme pour Alzheimer ou d'autres trucs comme ça, c'est emmerdant parce que du coup, ça casse énormément de choses. Donc là, il y a vraiment la relation entre l'axiomatique, les données et le troisième terme qui est les conséquences. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, mon modèle dit que, c'est-à-dire qu'il va annoncer un futur. Donc là, ça va me permettre de glisser tranquillement vers le point ici. Ce qui est intéressant dans nos affaires, c'est au fond, c'est pas tellement que, c'est au fond, quelles sont les conditions de mise en discussion des modèles. Or, en fait, nos démocraties, bon, ça Alain peut en parler aussi mieux que moi, même mieux, ont un problème encore aujourd'hui pour mettre en discussion ces questions-là. Soit c'est des boîtes noires, soit c'est la parole d'expert autorisée. Il a un modèle, donc il est outillé. Sous-entendu, comme il est outillé, il est plus intéressant et plus intelligent que le voisin qui n'est pas outillé. Soit c'est la bataille d'influence entre des acteurs qui ont des modèles qui relèvent d'axiomatiques justement différentes. Et il y a trois façons de penser ça. La première, elle a été pas mal stylisée en France par la prospective. C'est-à-dire, au fond, ce qui m'intéresse dans votre modèle, c'est les scénarios qu'il permet d'engendrer. Quel type de scénario il décrit? Est-ce qu'il y a un arc de scénarios possibles intelligibles? Dans ces scénarios, quels sont ceux qui sont désirables? Et effectivement, quand on demande est-ce que votre modèle prédit une quatrième vague, on dit, sous-entendu, normalement, on n'en veut pas, la quatrième vague. Donc, ça veut dire qu'implicitement, il y a une évaluation axiologique qui consiste à dire je préfère me tromper en annonçant une quatrième vague que de ne pas la voir venir. Vous voyez ce que je veux dire? Or, les débats sont faussés parce que les gens disent oh, vous voyez, vous êtes des enfermistes. Je n'ai jamais dit qu'il fallait enfermer, j'en sais rien. Je ne sais pas si le confinement, c'était la solution. Ce que je sais simplement, c'est que mon beau-père, à 2 reprises, s'est planté sur la deuxième, sur la troisième, et maintenant, il me dit c'est fini, c'est fini. Je lui dis non, ne me dis pas que c'est fini. Moi, je continue à regarder. J'espère qu'il n'y aura pas de quatrième vague. Et donc, là aussi, la tension entre possible et désirable, c'est ça qui compte, au fond. Je pense que le problème de chercher des caractéristiques intrinsèques au modèle qui seraient valides parce qu'elles seraient un bon agencement par rapport aux données et une bonne axiomatique qui serait universellement stabilisée, ça n'existe malheureusement pas, ou peut-être en physique céleste, parce qu'on peut effectivement aller sur Mars avec relativement pas mal de certitudes, et encore, parce qu'il n'y a pas trop d'obstacles, en fait. Hein. Mais pour l'instant, ça peut venir. Et en fait, là, on est obligé constamment de travailler cette tension-là. Et donc, il faut faire très attention. Dans l'idée de modèle, il y a évidemment une orientation normative, etc. Et donc, du coup, la deuxième manière, ben, c'est de travailler la révision, de se forcer par la délibération alors, la prospective, c'est un exercice que aujourd'hui beaucoup pratiqué, la délibération publique qui permet de faire émerger des arguments minoritaires, mais parfois de dire ben, finalement, ce n'est pas idiot, ben oui, il faut en tenir compte, etc., etc. Ça crée éventuellement du dérangement par rapport à l'économie. C'est ça le problème. C'est qu'en France, on a une pression sur le Parlement depuis maintenant une dizaine d'années. Il faut aller vite. Et dès qu'il y a des amendements, par exemple, ça y est, un drame, il y a trop d'amendements. Ben, les gens disent, bah oui, mais alors ça sert à quoi le Parlement si ce n'est pas pour discuter? Et donc, vous voyez, cette pression de sélection des arguments qui évite la discussion, c'est aussi une manière de se planter dans les visions du futur. Et donc, ça suppose que des modèles servent essentiellement de prise de pouvoir, comme ça s'est fait en économie. Hein. Et on voit bien, d'ailleurs, est-ce que les leçons de 2007-2008 ont été vraiment tirées? On peut en discuter. Une partie, parce qu'il y a une meilleure régulation des institutions, on voit bien, quand même. Ça se crache un peu moins. D'ailleurs, tout le monde s'attendait à ce que
début 2020, ça tombe. Il y a eu une régulation, mais enfin, à quel prix? Ça, pour l'instant, c'est un peu sous la table et les élections prochaines vont nous le révéler, quoi. Et puis le troisième, qui est la mienne. Alors, le problème, c'est que là où les sociologues sont des emmerdeurs, c'est clair, hein. C'est que moi, je ne crois pas du tout aux solutions définitives et je crois beaucoup à Gaston Lagaffe. Je vous renvoie à un très beau bouquin, je devrais le sortir parce il est sur ma table d'un côté, là, qui s'appelle Un philosophe au travail, Gaston Lagaffe. En fait, l'homme de la disruption, c'est-à-dire, au fond, celui qui fait en sorte que rien ne se passe comme prévu. Il y a toujours un truc qui arrive, qui dérange la trajectoire et qui fait bifurquer. Et donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, même quand on a un modèle parfait du point de vue épistémique, méthodologique, robustesse des données, avec les meilleures compétences, quelque chose peut survenir qui dérange complètement le fonctionnement heureux et tranquille de la prévision. Parce qu'au fond, l'intérêt des modèles, c'est effectivement de rendre un petit peu prévisible le monde. Et je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. J'ai dit simplement attention à ne pas trop croire à leur capacité prédictive. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était intéressant comme exercice. Oui, oui, tu as très bien répondu. D'ailleurs, on pourra aussi évoquer le cas des sismologues japonais qui avaient considéré comme tout à fait impossible qu'un tsunami de cette ampleur puisse survenir au sud de la côte japonaise. C'est aussi assez. Oui, Il pouvait survenir au nord, mais pas au sud. oui, ça, on a plein d'exemples malheureusement aujourd'hui de ça. Mais alors, encore une fois, le problème pratique et pragmatique, c'est on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les exemples du passé pour évaluer les choses en train d'avoir lieu. Et donc, il faut à la fois laisser de la marge aux acteurs, prendre tous les points de vue dans un premier temps, ce qui est toujours difficile, hein. C'est pour ça, il faut travailler de manière transdisciplinaire, collective, et avec des outils capables de porter, malgré nous, d'une certaine manière, la complexité. Et c'est pour ça que si on n'a pas ces trois conditions, on se retrouve avec soit des prophètes individuels, qui peuvent être géniaux. Je pense à Bruno Latour, à Dominique Bourse. Non, je rigole. Je les aime bien, en fait. Mais je les chamaille un peu. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà, je descends et je vous explique où atterrir, ou comment décoller. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, quand même, les mêmes savent très bien que pour arriver à une tangibilité, il faut des collectifs, il faut des instruments, et il faut faire varier les points de vue, parce qu'un collectif peut être fermé, ça peut être les mêmes, hein. On peut être en famille, comme je disais tout à l'heure, pour rigoler, mais donc il faut être sûr qu'il y a de la diversité, de la pluralité. Et là, on retrouve un des principes de l'épistémologie pragmatique, qui est celle de John Dewey. Trois règles fondamentales. Ne pas préjuger de qui est concerné par un problème, de ne pas exclure des gens tout de suite, même les plus fous. Un fou peut dire un truc intéressant, hein. J'ai souvent pris l'exemple de cette vieille dame, effectivement un peu folle, qui allait voir le maire, qui lui envoyait des courriers, qui l'avait même attaqué au tribunal administratif, parce qu'elle disait le mur va tomber sur les enfants qui jouent dans la cour, là, au foot. Et le mur est effectivement tombé. Simplement, il avait fait interner la dame. Ouais. Et personne n'a fait le rapport entre les deux. C'est simplement un voisin qui, un jour, a dit mais quand même, elle avait raison, elle avait folle. Donc, vous voyez, donc, ne pas exclure a priori. Donc ça, c'est vraiment le principe du pluralisme. C'est pour ça que ça sert. Ce n'est pas un pragmatisme pluraliste pour la beauté, oui, toutes les religions se valent. Ça n'a rien à voir avec ça. Deux, logique d'enquête. C'est-à-dire comment on mène l'enquête. Expliciter en faisant l'enquête de comment on la mène. Où c'est que je vais chercher, qu'est-ce que je mesure, qu'est-ce que je ramène comme élément, comme échantillon, comme témoignage, etc. Si on ne fait pas ça, effectivement, on est très vite dans des... On peut brasser n'importe quoi comme données sur Internet, effectivement. Et trois, organiser le débat et la controverse. Une controverse, c'est toujours sain quand ça oblige précisément à aller au bout des arguments et de faire émerger effectivement des possibles, des impossibles, des désirables, des indésirables. Et ça clarifie normalement le processus. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne marche pas comme ça? Alors, on a l'impression qu'on décrit un monde qui est quand même assez facile à réaliser. Non? Alors, il y en a qui disent, oui, la cité grecque, ça a marché comme ça, oui, enfin, sauf les femmes et les esclaves, enfin, bon, passons. Et puis, ils faisaient la guerre tout le temps. Donc, en fait, non, la cité grecque, non. Les petites communes, alors la commune de Paris, non, c'est pas un bon exemple, ça finit dans le sang. Les apatistes, enfin, voilà, une ZAD qui marche bien, un monde qui arrive à produire tout ça de manière continue, vigilance collective, pas de paranoïa, ouverture de l'enquête permanente, on discute, tout est débattu. Effectivement, on se rend compte que ce qui empêche tout ça, c'est que très vite, il y a des jeux de pouvoir. Que des choses se cristallisent sous forme de relations de pouvoir.
et qu'effectivement, on est tous attachés à un certain nombre de structures qui nous font tenir là où on est, et on n'a pas envie de dire, par exemple, la Cour des comptes dirait, Château-Renaud, vous faites quoi là? C'est dans votre truc, là, c'est prévu, ça, vous faites vos heures, vous êtes où là? Vous êtes payé par les Suisses d'ailleurs, là, prouvez-nous que les Suisses ne vous paient pas, par exemple. Donc très vite, la mise en cause d'un régime, évidemment, devient, donc du coup, les boîtes se referment, l'opacité se crée. Ce n'est pas un hasard si on a eu de très beaux séminaires sur la mafia récemment dans le séminaire. Parce que c'était le point le plus dérangeant, mais c'est celui-là. Alors, je vais juste, il y a une question qui vient d'arriver là. Euh, alors, je vais lire la question de Philippe Blanchet qui vient d'arriver. Il y avait aussi une question d'Agnès sur est-ce que vous avez travaillé sur la décision? Donc, je pense que la décision, c'est évidemment quelque chose qui est un paramètre continu dans les terrains que tu utilises, qui est évidemment un moment de bifurcation essentiel. Et puis, il y avait aussi une question de Céline Rosenblatt sur l'allergie qu'elle présuppose l'allergie des sciences sociales à la modélisation, en particulier la modélisation nomothétique, c'est-à-dire l'idée de produire un modèle global du social. Hein. Donc voilà, je cite en passant, et puis je vais citer il faut aussi que Pierre-Louis me dise à quelle heure on doit vraiment absolument terminer pour qu'on Il n'y a reste pas de encore souci. quelques-uns dans la salle. Oui, oui, on a encore un petit peu de marge, il Ok, n'y a pas de souci. ok. Donc, je lis la question de Philippe Blanchet. Vous mettez en avant la difficulté à faire saisir la complexité de vos travaux, y compris auprès de journalistes sympathisants. Mais il me semble que vos dernières diapos montrent que face à des réalités locales, entre guillemets, et concrètes, des acteurs arrivent à produire des actions qui ont intégré au moins en partie les réflexions des 30 dernières années et proposent des alternatives crédibles à leur échelle. Je suis d'accord par conviction, mais qu'est-ce qui porte votre discours optimiste dans le prolongement de vos travaux? Donc, Philippe Blanchet présuppose que tu as un discours optimiste. Enfin, je Euh, n'étais pas d'accord, mais oui, oui, vous avez raison. Non, mais c'est des très bons points, ça, tout ça. Il faudrait vraiment prendre le temps. Alors, sur optimisme, je vais partir à l'envers. Hein. En fait, il y a deux choses. Il y a un point de vue éthique, on va dire. Contrairement à certains collègues, je ne vais pas citer, mais que j'ai beaucoup fréquenté ou avec qui on s'est beaucoup chamaillé, je n'ai pas à vendre mon pessimisme. C'est-à-dire que si mon boulot, c'est d'être payé pour vendre du pessimisme, je trouve que c'est problématique. Donc déjà, j'estime que toujours montrer qu'il y a des aspects à sauver quand même dans les situations, chez les gens, dans les contextes, etc., c'est quand même fait partie du boulot de toujours un petit peu resymétriser, comme on disait à une époque, redresser la barre de façon à ne pas complètement faire plonger tout le monde dans le désespoir. En partie parce que de toute façon, de fait, ça tient. Enfin, moi, je suis encore là, autour de moi, voilà. Bon, donc, il y a bien un minimum de... Alors, je déteste les sciences, évidemment, comme beaucoup, et ce n'est pas ces termes-là qui vont me servir. Mais il y a de la reconstruction, il y a de la réparation, il y a de l'attention, il y a de la compétence, il y a de la maintenance. On a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et donc, du coup, il y a des aspects que les acteurs, quand on leur laisse les moyens de le faire, et quand ils ne sont pas justement constamment harcelés par des dispositifs sur lesquels on pourrait revenir, que j'appelle d'emprise, qui configurent leur monde à leur place, ils savent faire des choses. Et il y a moyen de rehausser ça, de le rendre un peu plus visible. Donc effectivement, des fermes bio ici ou des expériences citoyennes, il y en a un certain nombre, mais globalement, c'est quand même les chasseurs les plus réacs qui contrôlent politiquement la région, hein, je vous rassure. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a vraiment un autre aspect qui est moins éthique, etc., qui est qu'au fond, dans le local, il y a une capacité de réflexivité des acteurs et de discours sur leur expérience qui rend l'interaction avec le chercheur beaucoup plus symétrique, réciproque. C'est-à-dire qu'au fond, on est obligé de constater leurs compétences, leur savoir, leur monde et le leur, et au fond, on est un peu un étranger qui vient dans leur monde. Quand on est dans des grandes arènes, etc., on peut se mettre en position d'observation un peu à l'extérieur, ne pas livrer aux acteurs qu'on observe le type de discours qu'on va tenir sur eux, et on est un peu affranchi de tout ça. Et donc, on peut faire de l'objectivation bourdieusienne, par exemple, un peu cynique et froide, comme Bourdieu lui-même l'a fait. Relisez la préface ou l'introduction de Homo Academicus. Bourdieu va faire une analyse factorielle des professeurs au Collège de France. Et il dit, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça quand même? Quand je vais croiser Lévi-Strauss dans un couloir, est-ce que je ne vais pas...
Et il se pose, bon, évidemment, il tranche en disant mais il faut le faire parce que c'est la science, etc. Mais on voit bien que quand même cette position d'inconfort qui consiste à créditer les acteurs de capacité, c'est très intéressant pour nous, parce que ça nous oblige vraiment à changer aussi de modèle, de logique d'enquête, etc. Donc ensuite, sur la question de savoir, bon, il y a une autre question qui est celle, mais je vois que Dominique Bourg a changé de position. Donc, comme je sais que je suis un peu dans ces territoires, je fais gaffe à ce que je dis. Mais à un moment donné, il ne voulait pas entendre parler de solutions locales. Et c'était vraiment insupportable, quoi. Il fallait vraiment prendre le truc par le haut. D'ailleurs, c'était des dommages transcendantaux. On était dans le. Hein. Puis maintenant, finalement, une ferme en Sologne, ça peut devenir intéressant. Parce qu'effectivement, les acteurs peuvent non seulement construire des prises, mais les partager de telle manière que d'autres peuvent expérimenter à leur tour ailleurs. Et donc, il y a un effet effectivement de propagation potentielle qui peut modifier énormément de choses. Et alors, par contre, aggraver le gouffre entre les échelles nationales, internationales et les échelles locales. Ça, effectivement, c'est un constat qu'on est nombreux à faire et que Ulrich Beck faisait en partie d'ailleurs dans la fin de son parcours. C'est-à-dire qu'au fond, comment une ville en transition peut véritablement faire des trucs, et puis au niveau national, ça inexiste quelque part, c'est à peine perceptible. C'est-à-dire que ça devient un truc de bobo, on ne veut pas en entendre parler parce que ça ne touche pas à l'ensemble du tableau. Donc là, il y a vraiment des questions d'échelle qui se jouent. La question des modèles, l'allergie aux modèles. Moi, je ne suis pas allergique aux modèles parce que j'ai fait de l'intelligence artificielle il y a déjà 30 ans. Il y en a une qui fait toujours sa chronique tous les soirs sur Internet toute seule, hein, notre logiciel Marlowe, qui est assez marrant comme personnage. Donc, modéliser, c'est bien à condition, effectivement, d'avoir l'amont et l'aval. C'est le sens de mon discours. Tous les modèles sont intéressants. Un modèle de transmission de vecteurs d'une maladie vectorielle, un modèle économique, un modèle d'innovation en matière de nanotechnologie ou d'informatique, de numérique, c'est toujours quelque chose qui force à penser, comme dirait Isabelle Stengers. Mais le problème, c'est d'où il vient, quelle communauté, au fond, ça rassemble et ça forme, qui va partager ce qu'on appelle un espace de calcul, donc une manière de raisonner qui va rarement se remettre en question chemin faisant, et puis en sortie, quelles sont ses conséquences. Si ça devient des conséquences extrêmement coercitives et normatives, hein, sur nos alternatives, effectivement, là, on peut se poser des questions sur le rôle des modèles, et c'est pour ça que les sciences sociales ont toujours tendance à prendre l'amont, l'aval, et au fond à oublier toutes les caractéristiques parfois géniales, hein, qu'un modèle peut avoir dans sa fabrique. Quand j'ai travaillé dans le nucléaire, j'ai commencé par observer des opérateurs au travail dans une centrale sur la Loire, avec un collègue cognitiviste, Bernard Conin. On a vraiment fait de l'ethnographie de salles de commande. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. On se dit, putain, comment ça tient ce truc? Il y a un modèle physique qui arrive à tourner, quoi. Mais en fait, bon, heureusement qu'il y a des humains qui passent leur temps à raccrocher des trucs et qu'ils ont rajouté les tuyaux dans tous les sens. Et ce qui rend la chose assez monstrueuse dès qu'on prend un peu de recul. Mais on peut réaliser des choses qui tournent. D'ailleurs, nos machines tournent, là, on n'a pas été éjectés, donc il y a des choses qui tournent. Donc, je suis d'accord pour dire mais ça vient, à mon avis, d'un déficit de compétences assez général. Moi, il se trouve que j'ai fait des études d'électronique avant de faire de la socio. Donc, forcément, un peu plus désinhibé par rapport aux maths, par rapport aux sciences physiques, etc. Pas beaucoup plus que ça, mais quand même, ça suffit. Une petite différence qui fait que je vais aller regarder et prendre au sérieux des dispositifs, là où effectivement, des gens qui ont plus une formation littéraire vont voir ça éventuellement comme des sémiophores, de la sémiotique, des signes, des styles, des formes, le machinisme. Hein. Il y a un côté, la machine, comme disait Théo. Non, j'aime bien ouvrir le capot de temps en temps et dire ah, ça tourne quand même, c'est incroyable. Avec un peu de graisse, il y a des trucs bizarres, mais ça tourne. Donc ça, à mon avis, c'est malheureusement, effectivement, on est assez minoritaire. D'ailleurs, le courant STS, ben Alain est un bon témoin aussi de ça, hein, et un peu minoritaire de fait, parce que ça suppose quand même des outils pour y aller, quoi. C'est comme parler des fonds marins si on n'a jamais plongé. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas avoir les moyens d'aller à l'intérieur autrement que par le discours, quoi. Ce qui n'est pas évident. Enfin, bon, il y a la question de le premier. C'est vrai que
les bifurcations, je ne me rappelle plus d'ailleurs la première question. C'était le rapport à la décision. Oui, oui, la décision, la bifurcation. J'ai noté bifurcation. Non, mais forcément, il y a des décisions à tous les étages. Hein. Le problème, c'est il y a 3 modèles de décision. Il y a un modèle complètement secret, pas partagé, et on s'arrange pour agencer un monde dans lequel des acteurs vont prendre des positions qui réalisent d'une certaine manière les décisions prises ailleurs. Ça a été un peu le cas en France, c'est avec le Conseil de défense, hein, où vous avez un truc où on ne sait pas trop, c'est une boîte noire. On a un sociologue des risques que j'aime bien, Claude Gilbert, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle les espaces discrets, c'est-à-dire où on s'arrange pour dire, bon, ça, on n'en veut pas, donc il faut qu'on s'arrange pour que ça n'ait pas lieu, donc, alors, sur qui on va compter, etc. Là, vous avez dans les bouquins que j'ai mis, là, vous avez des stratégies, hein, les courtiers, les marchands de doute, les consultants, les shallow elite. J'aime bien ce que fait Janine Wedel. C'est au fond tous ces gens un peu invisibles qui viennent influencer les influenceurs, les consultants, les spin doctors, enfin tous ces gens qui viennent au fond travailler, faire en sorte que ce qui a été décidé se réalise, ce qui est toujours un pari, hein, effectivement. La deuxième, c'est une décision qui émerge d'une délibération collective. Alors, cette décision, elle est toujours un peu problématique parce que les minorités ou les opposants vont évidemment contester la légitimité de la décision. Et donc, on l'a vu sur les débats publics en France, toutes les stratégies de débat public ont aggravé d'une certaine manière des conflits plus que permis des décisions. Et il reste la troisième qui n'est ni secrète ni publique, mais qui est littéralement guerrière. C'est je l'impose. Et puis voilà. C'est-à-dire la décision qui s'impose, j'en ai plein dans mon cas. Je veux dire, dans mes dossiers, on fait une installation contre les opposants, quitte à mettre 40 compagnies de CRS. C'est le cas, c'est ce qui se passe à Bure actuellement avec les déchets radioactifs, dossier qu'Alain connaît bien, puisqu'on est même descendu ensemble, je crois, au fond du puits expérimental. C'était en quelle année? Ça ne rajeunit pas quand même. Il y a une dizaine d'années, non? 12 ans? 2009. Ouais, tu imagines? Oui, 12 ans. Oh. Voilà, non, mais c'est des questions de fond intéressantes. Hein. Bon, après, dans les textes, et que ce soit dans les bouquins, les articles, les choses comme ça, c'est beaucoup plus sérieux quand même. Hein. Là, je ramène un peu tout pour vous montrer un peu le type de vague dans lequel on se situe, de vague épistémique des sciences sociales, sachant qu'on y joue quand même, je trouve, bon, la dernière slide, elle était carrément explicite, hein, le fameux monde d'après, quelles que soient les lignes qu'on prend, si vous voulez, en gros, on a une société autoritaire qui prend forme, hein, clairement. Je pense que ce n'est plus une anti-utopie. Ça se réalise avec en plus un modèle chinois qui sert d'exemple à pas mal d'acteurs. Des super industries qui reprennent le pouvoir sur les questions écologiques de manière magistrale. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même aujourd'hui des machines qui installent en fait une nouvelle version du capitalisme en liant évidemment, en rompant avec le cycle du carbone, si vous voulez, et puis des séries de catastrophes qui ne cessent de s'accumuler et qui poussent des acteurs à la rébellion et donc potentiellement à la violence politique. Donc, et vous voyez que ça se boucle. Donc c'est vrai que l'optimisme, oui, mais alors à condition d'être capable de protéger nos localités, quoi, partout dans le monde. Et ça, ce n'est pas gagné du tout parce qu'on voit bien qu'il y a des emprises très fortes et c'est assez universel de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les États, les grandes compagnies n'aiment pas trop les autonomies, quoi. Alors peut-être sauf la Suisse, en tradition politique. Je ne sais pas. En tout cas, merci Francis. Je crois que là, Il est tard. s'achemine vers la fin. Tu as quasiment conclu en tempérant un peu quelles pouvaient être tes limites à cet optimisme. Et évidemment que cette slide finale, pour moi, ça pose toujours la question thématique qui m'est chère, quel est le rôle du chercheur dans tout ça? Et quel est le rôle en particulier des organismes de recherche et des universités? Je pense que c'est une question qu'on ne va pas discuter ce soir. Non, il faudrait faire une conférence qui marche bien, hein, mais on en parlera une autre fois. Ouais. Non, ça demande 20 minutes pour être exposé. Pour moi, c'est là que ça se joue, mais là, je ne peux pas l'exposer. Donc, en tout cas, ouais. Ça nous obligera à te réinviter, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Alors, mais si c'est par Zoom, ça va, c'est pas. Mais j'espère quand même qu'on se verra un jour, à force.
Et puis Pierre-Louis, Pierre-Louis, qui est vraiment le coordinateur de ce séminaire avec le président de la commission, Antoine Guisan, qui était avec nous aussi. Je n'ai pas vu s'il était toujours avec nous. Il est toujours Peut-être présent. remercier la commission, les membres aussi, Antoine en Je suis particulier, là. et Pierre-Louis, voilà, Antoine qui est là. Puis je leur laisse la parole pour un mot de conclusion peut-être pour ce cycle 2021. Déjà, donc, je voulais remercier Francis qui a accepté un peu à la dernière minute cette présentation et qui a brillamment relevé le défi. C'était vraiment un plaisir de vous écouter ce soir. Et comme l'a dit Alain, ce sera un plaisir de vous écouter également pour d'autres thématiques ou d'autres conférences sur ce sujet. Pour ce qui est du cycle de conférences de ce séminaire interfacultaire en environnement, nous arrivons donc à la fin de ce séminaire 2021. Je voulais vous remercier tous les participants car j'ai remarqué une présence assez importante de la plupart d'entre vous sur ces dernières conférences. Si jamais vous avez des réflexions ou des remarques à me faire parvenir, n'hésitez pas, via la page du SIE, vous pouvez trouver directement mon adresse mail. Ce serait avec plaisir que je prendrai note pour améliorer donc, cet événement pour l'année prochaine, en espérant que normalement, il ait lieu sous format présentiel et donc avec une manifestation dans un amphi sur le site de l'Université de Lausanne. Antoine, peut-être que tu veux prendre la main? Oui, je volontiers dire un dernier mot pour conclure. Merci d'abord pour te remercier toi, Pierre-Louis, d'avoir coordonné tous ces séminaires. Bien sûr, remercier Francis Chateau-Renaud pour cette brillante conférence aujourd'hui, qui est une bonne manière de conclure notre cycle sur ces crises. Et puis, rappeler que c'est aussi toute la commission de l'environnement, comme l'a dit Alain en introduction, qui organise ces séminaires et qui nous aide à choisir le thème chaque année, ensuite à trouver des conférenciers. Donc, un grand merci à tous les membres aussi de la commission qui sont souvent les modérateurs ensuite des conférences. Et effectivement, comme l'a dit Pierre-Louis, on vous mettra les conférences à disposition. Il l'a déjà fait en continu, donc celle-ci va rejoindre les autres. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain cycle de conférences. On ne connaît pas encore le thème, mais qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de réinviter Francis Chateau-Renaud, si ce n'est pas celle-là, une prochaine. Peut-être juste dire qu'en ce moment, cette dernière question qu'on n'a pas pu aborder pourrait être réabordée, puisqu'en fait, on a une grande discussion à l'université sur la prise de parole des scientifiques et tout un débat autour. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une table ronde dans le futur ou pourquoi pas, on pourrait vous réinviter. En tout cas, merci encore beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi effectivement fidèlement ces conférences. Et puis, bonne soirée. Et pour les étudiants, peut-être encore un dernier mot, n'hésitez pas à nous poser des questions encore sur ce que vous devez faire pour le rendu et pour valider en fait cette série de conférences comme cours. Voilà. Bien. En tout cas, merci. Alain, je te repasse peut-être la parole et Francis Chateau-Renaud pour vraiment conclure pour ce soir. Alors, oui, alors effectivement, on va conclure et on a eu beaucoup de remarques très enthousiastes sur la présentation de Francis et aussi quelqu'un qui a souligné son humour et son autodérision. Je pense que c'est extrêmement important. Effectivement, surtout quand on aborde des sujets graves et importants comme on l'a fait ce soir. Et je veux dire que c'est à titre remarque personnelle, c'est un esprit qui règne dans son séminaire. C'est le séminaire qui, pour moi, est le plus revitalisant et le plus enrichissant que je suis depuis de très nombreuses années.